Bonjour à tous et bienvenue à notre premier café des experts. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Christian. On va vous parler d'un sujet qui, je pense, est très intéressant et si vous vous êtes inscrit, je pense que c'est pas pour rien. C'est est-il temps de changer de RP? Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il est temps de changer de RP? D'ailleurs, je sens qu'on a eu une première question qui nous a été envoyée, qui était grosso modo, quelles sont les raisons invoquées par les personnes qui nous contactent et qui veulent changer de RP? Puis je pense que toi, qui es responsable du centre de contact, tu dois pouvoir nous dire quelles sont les principales raisons évoquées. C'est sûr qu'à notre service, on est au contact du coup des prospects qui arrivent avec ce projet de changement et les raisons peuvent être diverses et variées. Il y en a une qui ressort pas mal en ce moment, c'est les coûts de maintenance. On est aujourd'hui face à des solutions qui deviennent un peu vieillissantes. En plus, le marché change. Tu sais de quoi je cause quand je dis ça, hein. Voilà. Mais en tout cas, on est sur une phase où effectivement, ça devient un peu coûteux tout doucement de migrer vers des nouvelles versions quand on est sur encore ce vieux mode licensing et aussi de faire des développements supplémentaires. Ça coûte pas mal. Voilà. D'accord. Donc plus, en résumant, plus la solution a été longtemps mise en place, qu'il y a eu des développements spécifiques, plus ça devient coûteux de la faire évoluer, compliqué. Et puis aussi des solutions un peu obsolètes, les coûts de maintenance de l'éditeur peuvent gonfler. Donc ça, c'est une raison, on va dire, économique. Exactement. Tu aurais quoi comme autre raison, peut-être des raisons peut-être pas économiques, mais au niveau des utilisateurs, ou je sais pas. Alors il y en a plusieurs. Il y a notamment un autre effet qui est tout simplement l'ouverture souvent de nouveaux services au sein de la société et leur solution actuelle n'est pas forcément adaptée. Par exemple, une société qui est arrivée il y a pas longtemps. Pour citer un petit exemple, une société qui était en train de tout simplement qui était leur activité, c'était du négoce de matériel de soudage très spécifique et ils ont eu un besoin, ils ont senti le besoin d'ouvrir une nouvelle activité qui était de générer un peu de maintenance autour de ces équipements-là et de vendre du contrat de maintenance et de faire des interventions. Ouais, donc là, ils se diversifient, donc du coup, ils ont d'autres besoins. Exactement. Moi, je sais que dans les remontées qu'on peut avoir et qui nous sont remontées également du marché, il peut y avoir aussi une adéquation avec l'éditeur, c'est-à-dire qu'on a choisi quelques années auparavant sa solution parce que l'éditeur nous convenait bien, le produit était en phase avec notre stratégie actuelle. Et puis, pour une raison ou une autre, soit la stratégie de l'entreprise, soit la stratégie de l'éditeur a changé. Et puis là, il y a une divergence finalement entre les deux. Exactement. Comme une espèce de mariage qui balbutie. Et puis, c'est peut-être aussi le moment de regarder un peu ce qui se fait d'autre et voir s'il n'y a pas d'autres éditeurs en Ça fait face. partie effectivement des signaux qui arrivent très vite en ce moment parce que on est quand même dans un marché qui s'est aussi un peu tendu. Il y a des éditeurs qui ont un peu souffert. Il y a eu des rachats. Souvent, on a aussi des cas de dire voilà, ma solution actuelle, elle a été rachetée par un nouvel éditeur. Je suis plus trop en adéquation avec tout ça. Effectivement, ça génère une envie de regarder ce qui se passe ailleurs parce que ils se posent la question de la pérennité du coup de leur solution. Est-ce qu'ils vont la faire mourir, etc. Voilà. Ouais. Ça nous ramène peut-être à une autre question qui nous a été posée, qui est la temporalité. Est-ce qu'il y a une saison pour changer de RP? Quel est le meilleur moment? Ou est-ce qu'il y a un meilleur moment? Enfin, à quel moment les entreprises nous contactent pour changer de RP? On a parlé d'obsolescence, mais là, toi, est-ce que tu as... Alors, une saisonnalité, il y en a pas vraiment si on regarde le marché de manière globale. Après, les entreprises qui sont sur des marchés spécifiques peuvent avoir une saisonnalité liée à leur activité, bien sûr. Mais honnêtement, nous, à notre niveau, on a du mal si ce n'est, bien sûr, le trimestre qui est un peu sur à cheval sur l'été. Celui-là, forcément, il y a un petit peu moins d'activité. Ça, c'est franco-français quand même. Ça, c'est très franco-français. Juillet, août, il se passe plus rien. Exactement. Mais en tout cas, sur le reste du temps, on n'a pas remarqué des choses, nous, à notre niveau, très franches. Hein. C'est vraiment très lié aux entreprises. Je sais pas si toi, d'un point de vue marché, il y a quelque chose qui est plus... Par rapport à la vie de l'entreprise, hein, tout simplement, si là on parle plus de temporalité de l'entreprise en elle-même, on se pose toujours la question, est-ce que il vaut mieux changer de RP quand on est en bonne situation financière ou au contraire, quand on est en perte de vitesse? Là aussi, il n'y a pas d'idée préconçue là-dessus. Par contre, il y a des moments clés dans les entreprises. Il peut y avoir, par exemple, lors de l'acquisition d'autres entreprises ou lors de fusion.
Ça peut être aussi lorsqu'ils ont été chercher un financement pour développer des nouveaux services, des nouvelles offres. Et ben là, c'est le bon moment pour aller aussi investir sur une nouvelle solution ERP, parce que tout simplement, on est déjà dans une situation où on change l'organisation. Ah, c'est sûr, ça booste ce genre d'événement pour se remettre à plat le SI. Ouais. C'est vraiment souvent à ce moment-là qu'ils disent bon tiens, il s'est passé quelque chose, une fusion, une acquisition. Il y a deux sociétés, même des fois qui sont pas forcément de la même activité. Même quand c'est la même activité, ils se disent bon ben il y en a une qui travaille comme ça, une qui travaille comme ça, une sur tel outil, une sur tel outil. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire converger? Est-ce qu'on va garder l'un ou l'autre outil, ou est-ce qu'on va tout simplement tout remettre à plat et réfléchir de manière plus globale, hein. Mmh. Et puis, il y a une autre raison qu'on pourrait donner aussi, qui est complètement dans l'air du temps, c'est la transformation digitale, la transformation numérique. On vit tous ça, surtout là, par exemple, dans cette période de pandémie, on s'est bien rendu compte que il y a eu des modifications dans les comportements d'achat, même entre entreprises en B2B. Donc, du coup, on veut ouvrir de nouveaux services digitaux, on veut dialoguer sous une autre forme avec les clients, avec les partenaires. Et puis, souvent, comme l'ERP est le centre du système d'information, on veut plus d'ouverture, pouvoir échanger avec ces nouveaux outils. Il y a une autre caractéristique aussi de la transformation digitale, qui est l'agilité et la vitesse, c'est-à-dire qu'on veut aller beaucoup plus vite. Finalement, on veut pas se dire tiens, j'ai un nouveau produit, je vais attendre 6 mois pour que mon ERP soit à jour pour pouvoir proposer le produit. On veut pouvoir tester tout de suite ça. Et je pense que c'est aussi le bon moment, lorsqu'on en réfléchit globalement à la transformation digitale de son entreprise, de se dire ok, maintenant je vais remettre à plat mon fondamental, qui est mon système d'information, qui est mon ERP et qui est la base de tout finalement. Et cette transformation, je vais la faire en m'appuyant sur un nouvel ERP. Ouais, c'est sûr, c'est intéressant ce que tu dis. Et il n'y a pas de cas d'école. Franchement, il n'y a pas de cas d'école. On est des fois sur des choses différentes, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir selon la situation de l'entreprise, face à l'économie, face à son activité, son secteur d'activité. Et voilà, c'est plutôt intéressant. Et aussi la croissance, c'est-à-dire que quelque part, on a une solution, peut-être qu'au départ, on a choisi qui correspond à des petites entreprises, et puis notre entreprise a grossi, devenue une belle PME, une ETI, et là, on a besoin aussi de solutions qui sont beaucoup plus costauds, qui vont intégrer un peu d'international, qui vont intégrer des modules de production, d'automatisation, des choses comme ça. Traiter un autre volume de données aussi, des fois, parfois, il y a des solutions qui sont pas forcément... Quand on est en entrée de gamme, c'est des solutions qui sont adaptées à des petites sociétés qui n'ont pas forcément vocation à avoir un système qui peut traiter énormément de commandes en même temps, énormément de choses. Et c'est vrai que des fois, c'est aussi un gap qu'ils ont besoin de passer, c'est de passer sur une solution qui leur donne un peu plus de réactivité. Donc, pour résumer, pas de saisonnalité, mais plein de bonnes raisons de Exactement, faire. Exactement. Votre raison sera la bonne raison, de toute façon. Donc Philippe, là l'entreprise, elle est maintenant au clair qu'elle veut changer de RP, elle a toutes les bonnes raisons du monde de le faire. Et la question qu'elle pourrait se poser, et puis qui nous a été posée par quelques auditeurs, c'était ok, j'ai mon projet de RP, quelles sont les premières étapes? Est-ce qu'il y a des choses à faire dans un ordre chronologique? Enfin, comment je m'y prends? Comment je commence? Ok. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a des best practices, mais c'est pas forcément non plus toujours le cas. Moi, j'ai un premier conseil à donner, c'est avant de se lancer finalement dans ce grand projet de changement de RP, c'est finalement de cartographier son système informatique, de cartographier les solutions qui gravitent notamment autour de l'ERP et qui peuvent être tout simplement impliquées finalement dans ce projet, parce qu'on va décider de changer de ERP, il va falloir l'interconnecter avec cette solution-là, avec cette solution-là. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi l'ERP est le centre du système d'information, on est bien d'accord que si derrière il y a un e-commerce qui est couplé, des systèmes de production, de suivi derrière, des outils de caisse ou autres, si on change le cœur, bien sûr, il faut s'assurer que le reste fonctionne. Ouais. Et d'ailleurs, si le reste fonctionne, il faut aussi se dire, est-ce que justement tous ces logiciels qui gravitent autour de mon ERP, je veux les conserver, parce que certains sont peut-être également obsolètes. Exactement, il faut les remplacer. C'est là qu'il faut se poser la question aussi. Soit d'ailleurs la solution que vous allez acquérir inclut ces fonctionnalités-là, soit vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le best of breed, c'est aller regarder pour chacune de ces fonctionnalités quelle est la meilleure solution, celle qui vous convient le mieux.
Bien évidemment, là, plus la solution que vous choisirez arrive à s'interfacer avec d'autres solutions, plus ça sera simple. Oui, bien sûr. Ok, d'accord, en cartographie, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire avant de tout de suite se lancer dans le projet? Il y a, à mon avis, une chose importante aussi, c'est tout de suite impliquer les gens. C'est-à-dire pas venir dans sa petite fenêtre tout seul et commencer à interroger des éditeurs, des intégrateurs. Ça peut être intéressant hein, pour se faire une première idée, venir sur un salon, voir une petite démo. C'est une idée. Il y a pas de souci, bien sûr. On est d'ailleurs, il y a un salon dans pas longtemps. Si vous voulez venir au salon Solutions, j'y serai. Christian aussi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est toujours, il y a pas de problème. Mais par contre, il y a cette différence de dire bon bah si je veux vraiment rentrer dans ce projet de changement de RP, il faut que je commence à vraiment impliquer les gens. Donc j'ai potentiellement un DAF à mettre dans la boucle, j'ai potentiellement un responsable de production à mettre dans la boucle, parce que tous ces gens-là, ils utilisent des outils au quotidien et ils ont aussi besoin de pouvoir exprimer leurs besoins auprès de cette personne qui portera le projet. Oui, il y a un vrai double bénéfice à faire ça très tôt. Bien sûr, de savoir exactement ce que vous voulez en interrogeant vos utilisateurs clés, key users, mais également en fait les embarquer dans le projet. Oui. C'est bien que il va y avoir de la résistance au changement, surtout sur des outils aussi importants qui sont des outils quotidiens pour certaines personnes. Mais également s'ils participent au choix ou en tout cas à la définition de l'expression des besoins, ils peuvent manipuler. La solution entrera d'autant plus facilement dans l'entreprise, bien sûr. Mais alors du coup, j'aurais envie de dire, j'avais lu une autre question qu'on a reçue par rapport à ça. Donc, ok, on a cartographié, on a bien évidemment consulté les utilisateurs. Est-ce qu'il faut consulter quel est le meilleur moment où on se dit maintenant là, je vais aller regarder les solutions, avoir des démos, prendre contact avec des éditeurs, des intégrateurs, pourquoi pas d'autres spécialistes comme des cabinets conseils. À quel moment je me tourne maintenant vers l'extérieur finalement? Ça c'est une bonne question. Moi je le répète, pour moi, n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez nous contacter. Nos conseils et nos suggestions qu'on aura à vous apporter vous aideront. Même si finalement, on n'est peut-être même pas les bons interlocuteurs pour vous, finalement. Votre projet n'est peut-être pas un projet qu'on peut adresser, nous, d'Ivalto. Mais toutefois, je trouve que c'est toujours intéressant d'en parler, de venir en parler. Je sais pas toi, Christian, du prisme un petit peu plus marché, qu'est-ce qui est constaté? Les gens, quand est-ce qu'ils viennent vers les éditeurs intégrateurs? Moi, honnêtement, à mon niveau, je remarque pas. Il y a des gens qui arrivent très tard avec un cahier des charges tout fait, avec un calendrier. Ils arrivent carrément, ils consultent, ils savent que pour telle date ils doivent avoir choisi, ils ont déjà fait une présélection. On a ce type de comportement. Ce qui est sûr, c'est que dans nos domaines, donc du B2B entre les entreprises qui va acquérir ce type de solution, qui est quand même engageante, puisque on parle de solutions qui vont rester plusieurs années, 7-8 ans en place. Là aussi, il y a eu des changements de comportement, clairement, qui nous viennent d'ailleurs de notre monde de particuliers, de vie particulier. C'est-à-dire que sur Internet, et sur tous les médias qu'on peut trouver, LinkedIn, les vidéos, YouTube, etc. On a moyen en fait de s'informer et il y a de l'information très très pertinente, de plus en plus professionnelle. Donc on peut se faire une idée assez simplement sans jamais contacter personne, comme on le ferait tout simplement lorsqu'on veut acheter un téléviseur, un nouvel aspirateur, et on va lire les avis, on va lire les comparatifs. Exactement. Ouais. Donc, on a moyen aujourd'hui de se faire une idée dans son coin ou même dans un groupe de travail. C'est à vous de sentir quel est le moment où vous voulez entrer en contact avec des spécialistes. Vraiment, faut le faire dans votre process. Moi, ce que je m'aperçois de plus en plus, c'est qu'il y a plus ces fameuses phases où on me disait, tiens, là, il est dans une première phase où il va identifier sa problématique, puis ensuite voir quelles sont les solutions qui l'intéressent, puis consulter, puis faire une shortlist, etc., oui. etc. Avant, c'était très listé, ouais. Finalement. C'était. Il y avait un aspect temporel, même si c'était long, sur plusieurs mois, peut-être 3-6 mois pour faire un choix. Nous, on s'aperçoit, alors c'est pas que l'effet Covid, que des fois des projets prennent 1 ou 2 ans, mais tout simplement parce que la maturité arrive étape par étape. J'aurais plutôt tendance à le comparer maintenant à une espèce de checklist. Et ça, c'est super important dans l'entreprise, en tout cas pour le chef de projet, de se dire, je me crée une checklist de toutes les choses que je dois faire avant d'avoir choisi mon ERP. On parlait de la cartographie, etc. Ça en fait partie.
Et puis quand je suis au clair avec tout ça, ok, je fais intervenir parce que j'en ai besoin un conseil externe ou je fais quelques échanges avec quelques éditeurs spécialisés dans mes métiers, ou alors encore certains qui aiment bien avoir du sur-mesure, choisir plutôt là une solution complètement ouverte, également sur laquelle on va faire vos équipes internes, si vous avez des développeurs, vont pouvoir carrément modifier la solution pour être exactement comme vous la voulez. Donc ça c'est un peu comme dans tout. Soit vous voulez vraiment la solution qui correspond à votre métier dès le départ, vous n'avez pas grand chose à faire, juste à l'installer et puis la connecter à d'autres outils, ou vous préférez vous-même construire votre propre solution, et là vous pouvez peut-être chercher des espèces de Lego et des choses pour aller construire vous-même la solution. Tout est possible. Et cette checklist, du coup, elle a finalement pas d'ordre chronologique. Elle n'a plus d'ordre chronologique comme on pouvait le constater par le passé. Dans la réalisation, déjà, il va falloir avoir. Là, faut que vous référenciez vos compétences parce qu'il y a certains sujets, des sujets informatiques, bien sûr. Là, il faut avoir une DSI parce qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus. Même quand on prend une solution SaaS hébergée en ligne, il y a encore certaines choses qu'il faut regarder de près, notamment, je sais pas, si vous avez des boutiques et qu'il y a des caisses en place, vous avez de la production, vous êtes dans l'industrie, il y a des prérequis quand même à avoir d'échange de données entre la solution ERP et vos propres solutions déjà en place. Moi, j'aurais envie d'introduire carrément encore carrément autre concept sur le bon moment. Je pensais t'entendre dire, mais parce qu'on a discuté il y a pas si longtemps que ça, c'est aussi le moment où c'est le bon moment par rapport à la stratégie de l'entreprise. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez dans l'entreprise encore en ce moment sur quels sont vos canaux de vente, est-ce que vous voulez basculer en pur service ou toujours en achat ou en négoce, c'est pas vraiment le moment d'aller changer de RP si votre stratégie, votre tactique est pas claire. Par contre, si votre stratégie est claire, elle est comprise de l'ensemble de vos collaborateurs. C'est ça. Et il y a une adhésion de toute l'équipe directionnelle même. C'est surtout important que l'adhésion soit totale au niveau de l'équipe directionnelle. Le mot est très bon, effectivement, parce que vous allez avoir besoin de relais à l'intérieur de vos équipes pour déployer la solution. Des moteurs. Et la stratégie est comprise, il y a une adhésion derrière autour de cette stratégie-là. Et là, du coup, vous ne pouvez pas vous louper de solution ERP quelque part, parce que comme vous savez là où vous voulez aller, vous allez trouver, ou en tout cas pouvoir poser les bonnes questions sur est-ce que la solution me correspond et correspond aussi à mes enjeux de demain. Et mes enjeux de demain, quand je dis demain, c'est les années qui arrivent, pas dans 10 ans ou 20 ans, ça on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais dans les prochaines années. Et on sait que là-dessus, on revient à des problématiques de transformation numérique, de se dire, on l'a tous vécu, de se dire on veut mettre en place du click and collect, on veut être omnicanal, on veut pouvoir proposer des nouveaux services très très rapidement. Donc il y a, je pense, dans cette espèce de temporalité de se dire, ok, maintenant on démarre et est-ce que je contacte tout de suite des spécialistes? Il y a ce côté-là, cette stratégie, cette organisation, est-ce qu'elle est bien en place? Est-ce que je me suis fait aider par rapport à ça, et j'en suis sûr. Et là, il n'y a pas de règle. Vous consultez, vous pouvez avoir des démos. Votre checklist. Et vous faites avec les disponibilités de vos collaborateurs, de vos équipes, de vos collègues. Vous avez besoin de la finance pour valider un point finance, une démo finance un peu poussée. Vous allez le faire quand votre DAF il est disponible. Vous n'allez pas le faire quand il n'est pas disponible. Voilà. Et finalement, ça peut venir avant un autre point sur votre checklist, mais voilà, il n'y a plus de temporalité finalement. Et là, au-dessus, vous pouvez vraiment nous consulter aussi très en amont du projet parce qu'on peut répondre à certains de ces sujets de la checklist très très tôt. Et donc, n'hésitez pas à nous échanger. On connaît tout ça. On n'est pas là pour vous presser, vous pousser à aller jusqu'à l'acte de sélectionner une solution. On préférera vraiment être sûr que entre nous, votre stratégie, vos besoins et vos services, vos produits, notre solution correspondent, et plus le temps on passera ensemble, plus on en sera assuré quelque part. C'est vrai, tout à fait. Maintenant, une fois qu'ils se disent que vous disiez que vous pouvez contacter un éditeur, finalement vous allez arriver dans mon service. Chez nous, on va décrocher notre téléphone et vous avoir en ligne. Rapidement, on va commencer à évoquer vos premiers besoins, votre activité, plein de choses. Et il y a une question qu'on va vous poser très rapidement, qui est un peu un incontournable du projet de l'ERP. Mais quelle est la question? Parce que je crois qu'en fait, on nous l'a posé aussi la question dans le chat. Mais quelle est la question? Quelle est la première question? Enfin, une des questions que tu vas poser?
Bah, c'est tout simplement, nous, on va demander, est-ce que vous avez fait un cahier des charges? Mais là, la question qui se pose derrière, que vous posez souvent et que vous nous communiquez souvent, c'est mais ok, comment je m'y prends finalement, comment j'appréhende la rédaction de mon cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, qui l'écrit, qu'est-ce qu'il contient, voilà, ça c'est toutes ces questions qui sont derrière. Mais on Exactement. pourrait se poser la question, bah à quoi ça sert finalement ce cahier des charges, puisque bon, j'ai réfléchi à tout ce qui allait bien, toutes mes problématiques en préalable, donc ben, vous connaissez vos problématiques, vous en avez discuté avec les utilisateurs, et nous, le cahier des charges, c'est ce qui va nous permettre quelque part de nous assurer que vous avez mené toute cette période de réflexion, hein, pas besoin que ça soit quelque chose qui fasse des centaines de pages non plus. D'ailleurs, nous, on a des modèles de cahier des charges, des checklists, des choses comme ça. Enfin, n'hésitez pas à nous poser la Manifestez-vous, question ouais. sur le Manifestez-vous en chat, on vous commentaire. enverra. N'hésitez pas. On vous enverra les modèles sans problème. Mais par contre, ça va nous assurer que quelque part, vous avez réfléchi à tout ça. Vous y avez introduit un certain nombre de sujets, comme par exemple l'environnement, hein, savoir quelles sont nos contraintes, nos postes utilisateurs, combien on est d'utilisateurs, est-ce qu'il y a des outils qui sont en place qu'il faut surtout conserver, est-ce qu'il y aura de la reprise de données. Enfin, il y a énormément de choses qui pourraient être dedans. Et nous, surtout, nous derrière, on va pouvoir vous dire très rapidement si le casting peut passer, c'est-à-dire est-ce que nos solutions, que ce soit des solutions de l'ERP, du CRM généraliste ou nos solutions métiers qui vont être dans le négoce FI par exemple, l'industrie, voilà, vont pouvoir répondre à ces attentes rapidement, puis on va pouvoir aussi aiguiller vers les bonnes personnes. Dans notre cas, de temps en temps, ça va être des gens de chez nous qui vont vous poser d'autres questions, qui vont faire des démonstrations, ça peut être des partenaires. Voilà. C'est à ça que ça sert finalement ce cahier des charges. Et qui le rédige finalement? Bah oui, la première question que tu as effectivement posée, qui était qui le rédige. Nous, au centre de contact, on constate vraiment toutes les possibilités finalement. Il y a des fois, bah, c'est le gérant lui-même. Alors, ça arrive que le gérant lui-même il dise non, mais c'est moi qui connais toute la boîte, je préfère le rédiger moi-même. Des fois, bah, il y a des services informatiques qui connaissent bien forcément le système informatique, donc c'est plutôt un cahier des charges un peu plus technique et qui est rédigé par le DSI. Mais des fois, tout simplement, les gens se font aussi tout simplement accompagner. Hein. Il y a des cabinets conseils qui existent. Je crois même d'ailleurs qu'il y en a certains qui se sont inscrits, si j'ai pas raté. Je suis allé checker un petit peu avant. Donc, il y a des cabinets conseils, effectivement, qui permettent d'accompagner les entreprises dans cette démarche-là de rédaction du cahier des charges, d'expression de besoins, parce que c'est pas on n'est pas dans des activités, c'est pas notre métier de savoir rédiger un cahier des charges toujours. Hein. Je pense effectivement, comme tu disais, un négociant de fourniture industrielle, son métier c'est pas de rédiger les cahiers des charges. Hein. Donc il a peut-être besoin de se faire accompagner, mais n'hésitez pas. Hein. Ça permet de structurer votre démarche et de vous rassurer hein, très souvent et d'être sûr de ne pas rater non plus des choses des fois un peu évidentes finalement. Les fameuses checklists et les modèles que vous trouverez qu'on vous enverra. Dedans, il y a toutes les bonnes questions à se poser hein, finalement. Nous, on aime bien les cahiers des charges parce que finalement, ça crédibilise aussi un peu votre démarche auprès de nous. On se dit ah là on est face à quelqu'un qui est dans une vraie démarche. Ils ont exprimé tous leurs besoins. Ça a l'air clair. On va pouvoir appréhender le projet finalement de la meilleure des manières. Hein, nous en tant qu'éditeur ou voire même un intégrateur. Hein. Ça permet de bien appréhender la chose. Hein. Et surtout qu'en fait, chez Dualto, pour parler un peu de nos solutions, c'est pas des solutions qu'on va tout d'un coup se dire tiens demain je vais acheter une solution et puis on va chercher sur internet et la prendre et le lendemain elle est installée. Notre grand savoir-faire et également un de nos atouts, c'est que nos solutions, même si elles sont fournies en mode SaaS, elles sont personnalisables. Donc on va pouvoir bien customiser par rapport à différents processus que vous voudrez adapter. Même si sur certaines de nos solutions, on part sur des bases très fortes, très métiers, qui correspondent déjà à beaucoup de vos problématiques, eh ben, très certainement, si votre entreprise est performante, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui est un peu différent de la concurrence. Vous avez forcément une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, quelque part, il faut la retranscrire également dans l'ERP. Il va falloir l'informatiser et continuer à capitaliser sur ces éléments de performance quelque part. Après, il y a un autre sujet par rapport à ce cahier des charges-là, c'est quand est-ce qu'on le rédige. Quand est-ce qu'on le rédige, c'est pareil, c'est un peu aussi à votre appréciation. Nous, c'est sûr qu'on aime bien que quand vous nous contactez, si vous avez un cahier des charges, ça nous rassure en fait, hein, ça nous rassure, ça c'est sûr. Mais des fois, c'est pas forcément le meilleur moment. Vous avez besoin de consulter des gens pour commencer à voir des solutions, à vous imprégner des différents produits.
et ça vous permet aussi de vous projeter potentiellement dans une organisation future, dans des process différents, et qui vous permettront par la suite finalement de rédiger le bon cahier des charges. Puis j'ai envie de dire, alors avant qu'on vous laisse encore poser d'autres questions et qu'on y réponde, j'ai envie de te poser ma question, c'est quel est l'ultime conseil que tu donnerais pour la rédaction du cahier des charges pour toi, quel élément important? Moi, je veux dire aussi mon élément important, mais le tien. Moi, personnellement, c'est l'implication des équipes. Il faut impliquer le maximum de services, le maximum de parties prenantes du projet pour avoir l'adhésion et avoir surtout derrière la solution qui correspondra au mieux à l'ensemble des services. Moi, en tout cas, c'est mon ultime conseil à moi. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, ben, bien sûr. Là, on a parlé tout à l'heure d'impliquer les utilisateurs pour les deux bonnes raisons qui est d'avoir un détail très précis des attentes, des problématiques, et de deux, avoir un maximum d'adhésion. Moi, mon conseil, alors, je dirais qu'on plutôt que réfléchir au comment, c'est-à-dire dans votre cahier des charges en disant je veux ça, 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 et en le décrivant très précisément, éventuellement en faisant des maquettes ou des choses comme ça, c'est pas le plus important pour nous. Surtout que vous avez peut-être orienté sur un comment qui est pas tout à fait en adéquation avec la problématique initiale. Insistez plutôt sur le pourquoi. Pourquoi vous voulez ça? Et donc du coup, quand on réfléchit au pourquoi, on réfléchit toujours immédiatement à quels sont les indicateurs qui vont m'assurer que derrière, ce que j'ai mis en place répond à ce pourquoi. Donc du coup, on parle souvent indicateurs, KPI, ROI, etc. Mais on va dire, moi je veux changer, je ne sais pas, par exemple, mon outil de gestion commerciale, parce qu'aujourd'hui, c'est trop lent de saisir une commande, elles sont très compliquées, on a des tarifs très complexes, et donc du coup, le pourquoi derrière, c'est de dire, bien nous expliquer pourquoi c'est complexe, si complexe que ça chez vous, et laissez-nous faire en tant que spécialistes de vous proposer des comment on va faire en sorte que ça sera plus fluide, plus rapide, etc. Donc on a une certaine expertise qu'on aime bien apporter effectivement sur plein de sujets de mise en place de processus, etc. Où l'outil s'adaptant aux organisations, on peut vous conseiller aussi de certaines manières. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, mon ultime conseil, le pourquoi. Derrière, décrivez aussi votre environnement, c'est-à-dire précisément quelles sont vos contraintes. Aussi, on parlait tout à l'heure de temporalité. Je ne sais pas si vous faites 80% de votre chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Ça, c'est aussi très important de nous signaler, parce qu'on sait que ça sera plus simple de le déployer à d'autres moments dans l'entreprise, mais on sait aussi que par exemple, il va y avoir des pics de charge d'utilisation. Voilà, pour un exemple. Donc, concentrez-vous là-dessus. Il n'y a pas de règle, faites-le à votre façon, ça sera de toute façon la meilleure possible. Et voilà, on va continuer à répondre à d'autres questions. N'hésitez pas, c'est des choses très précises à nous poser. Je crois qu'on a envoyé le lien quelque part du téléchargement. On me fait signe que derrière, ça a été envoyé. Et voilà. Donc dites-nous tout, on vous écoute.